Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle séance des rendez-vous de la géopolitique, nous allons aborder une thématique liée à la fois à l'actualité et à l'histoire de la géopolitique, à savoir appréhender les fondamentaux de l'Empire ottoman et de l'histoire turque pour mieux comprendre les enjeux inhérents à la Turquie et à la stratégie d'Erdogan. Fabrice, bonjour. La Turquie est un pays qui est fréquemment évoqué dans l'actualité, que ce soit pour des logiques concernant la politique intérieure, l'évolution de la société turque, ou alors les implications de ce pays dans la géopolitique du Proche-Orient. En quoi l'histoire de l'Empire ottoman, puis de la Turquie au XXe siècle, peuvent-elles mieux nous aider à comprendre les enjeux auxquels sont confrontés les Turcs aujourd'hui, ainsi qu'à la stratégie d'Erdogan ? Alors c'est effectivement une thématique qui me paraît importante. D'abord parce qu'on voit bien qu'elle est au cœur ou dans le creuset de l'actualité aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'événements qui ont concerné la Turquie, ne serait-ce que sur 2016. Donc ça paraissait rien que pour ce point-là important que de l'évoquer ensemble. Et puis ensuite, il y a une deuxième raison, c'est que je pense que c'est un merveilleux sujet pour mettre en place une démarche qui est propre à la géopolitique et qui consiste finalement à s'accrocher à l'histoire pour pouvoir mieux anticiper l'avenir. Napoléon avait l'habitude de dire que la politique d'un État réside dans sa géographie. Moi, je pense qu'on pourrait rajouter en géopolitique que la politique d'un État s'inscrit aussi dans son histoire ou dans la continuité. Or, ce qu'on observe, c'est qu'en règle générale, les médias occidentaux en particulier ont tendance à nous livrer une information brute, mais totalement déconnectée de son contexte culturel et historique. Et c'est ce qui fait que souvent, en réalité, on est un peu désarmé parce qu'on n'en comprend pas les enchaînements et les logiques. Alors que pour ce qui concerne la Turquie, il va être indispensable de remettre le pays dans sa tradition et historique et sociétale, et on verra que ça nous permettra, à mon sens, de mieux comprendre les enjeux que la Turquie a aujourd'hui et peut-être aussi un certain nombre d'objectifs d'Erdogan. Donc finalement, on suit deux objectifs parallèles. Un premier qui consistera à mieux comprendre la Turquie, et puis un second qui permettrait, par l'exemple, de montrer une méthodologie telle qu'il faudrait que les étudiants la déploient dans ce genre de circonstances. Ce qui veut dire que finalement, on va aborder globalement 3 étapes. Une première, justement, qui va nous permettre de réappréhender l'histoire de la Turquie sur pratiquement 10 siècles. Réappréhender l'histoire de la Turquie, ça va nous permettre dans un deuxième temps que de mieux comprendre les évolutions de la société turque. Et dans un troisième temps, parce qu'on aura mieux compris les évolutions de la société turque, on sera plus à même de comprendre comment la Turquie aujourd'hui se positionne dans les relations internationales ou dans la géopolitique. La genèse de la Turquie actuelle réside d'abord dans l'éclosion puis le développement de l'Empire ottoman. Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les principales étapes de l'évolution de l'Empire ottoman ? Oui, et par rapport à ce qu'on a dit, c'est effectivement fondamental, d'autant plus que l'Empire ottoman a été un très grand acteur en géopolitique et que c'est souvent méconnu, notamment en Occident. Il y a 3 phases principales qu'il faut s'efforcer de dégager. Alors évidemment, c'est global parce que ça s'inscrit dans la fin du Xe siècle jusqu'en 1918. Donc là, ça va très très loin. Il y a une première phase à la fin du Xe siècle où en réalité l'Empire ottoman finalement n'est qu'une région qui serait située dans la Turquie actuelle et qui serait limitrophe de l'Empire byzantin, qui en réalité est un empire occidental. Et puis, au fur et à mesure, jusqu'en mai 1453, on a finalement une expansion de l'Empire ottoman qui gagne progressivement des territoires. Donc ça me paraît très important. Alors il y a une double progression, d'ailleurs il faut absolument que nos étudiants entendent bien ça. Il y a une progression à la fois qui se fait dans le cœur de la Turquie actuelle et qui va aller progresser jusqu'à Constantinople, Istanbul aujourd'hui. Et puis il y a une seconde progression qui va se faire au Proche et au Moyen-Orient. Et donc dans cette première phase, il y a un moment clé qui est la conquête de Constantinople par les armées ottomanes en mai 1453. Et donc c'est très important puisque aujourd'hui la Turquie est principalement axée sur cette partie de territoire. Cette phase d'expansion va se poursuivre ensuite au-delà, puisqu'on va avoir en fait une deuxième vague où les armées ottomanes vont rentrer dans les Balkans et en Europe centrale et vont progressivement conquérir, alors je vais évoquer les noms des pays aujourd'hui pour que ça soit plus simple à suivre, la Grèce, la Roumanie, la Bulgarie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Slovénie et vont monter jusqu'à la Hongrie. Et en réalité, on a donc une phase d'expansion qui va durer très longtemps puisque ça va amener les armées ottomanes aux portes de Vienne à 2 reprises. La deuxième étant juillet 1683. Et juillet 1683, c'est à peu près, on va dire, la date césure à partir de laquelle on pourrait monter que le flux, si on fait une comparaison avec des phénomènes climatiques, le flux de l'Empire ottoman est à son apogée. Ensuite, on rentre dans une seconde phase, donc qui va durer pratiquement de juillet 1683 jusqu'à juillet 1914, où en réalité l'Empire ottoman est en déclin
est en situation de reflux. Ça va commencer tout doucement et puis ensuite ça va s'accélérer et on remarque qu'au fur et à mesure, alors évidemment tout dépend de quel côté on se place, suivant qu'on considère qu'on est du côté de l'Empire ottoman plutôt occidental, soit on est en phase de régression, soit on est en phase de libération. Et le terme de libération me paraît important parce que c'est un terme qui est utilisé dans les pays de l'Europe centrale et j'y reviendrai tout à l'heure. Ça permet de mieux comprendre comment les pays de l'Europe balkanique ou de l'Europe centrale perçoivent leur rapport avec le voisin turc. Si vous allez par exemple au musée d'histoire de Bucarest, on voit bien que toute la période où les salles qui sont dédiées au XIXe siècle expliquent le fait qu'on a refoulé l'envahisseur. Ça va aller jusqu'en 1912, il y aura une guerre encore avec la Bulgarie justement. Et donc en réalité, l'Empire ottoman est repoussé au fur et à mesure de sa zone d'influence européenne. Et puis alors après, on rentre dans une troisième phase qui est très importante, c'est la Première Guerre mondiale de juillet 14. Donc jusqu'à novembre 1918. Et là, il y a un fait qui me paraît prépondérant à rappeler, c'est que l'Empire ottoman est allié de l'Allemagne. Et ça, c'est une chose que beaucoup d'observateurs oublient aujourd'hui, ce qui explique en partie les liens qui sont très particuliers et très forts entre l'Allemagne et la Turquie d'aujourd'hui, qu'on revoit à travers notamment des échanges culturels ou l'immigration, mais pas seulement. Et donc en fait, l'Empire ottoman va être du côté de l'Allemagne et ça va amener une action qui est prépondérante pour comprendre la suite. Les Anglais, qui sont donc opposés à la Turquie, vont chercher à soulever les nations arabes contre l'Empire ottoman. Et c'est le fameux épisode avec Laurence d'Arabie, d'ailleurs qu'on revoit avec Peter O'Toole dans un film célèbre d'Hollywood des années 60. Et en réalité, donc, les Anglais sont une force motrice sur le nationalisme arabe pour soulever les peuples arabes contre la domination ottomane. Et ça, c'est très important pour comprendre la situation, à mon sens, ou les ambitions de la Turquie aujourd'hui. Et donc là, globalement, on a bien les trois phases qui vont nous amener ensuite à un bouleversement, parce que la défaite de la Turquie en 1918 va amener des mutations très importantes dans la société turque. Une seconde période décisive dans l'histoire de la Turquie s'inscrit dans l'expérience et la gouvernance menée par Mustafa Kemal. Quels ont été les éléments majeurs de ce que l'on pourrait appeler la révolution kémaliste ? Alors d'abord, il convient peut-être de rappeler très brièvement qui est Mustafa Kemal, parce que son origine est importante. Mustafa Kemal est un jeune général qui a donc combattu au sein de l'armée ottomane pendant la Première Guerre mondiale et qui, comme tous les officiers, on peut l'imaginer, est totalement mortifié de la défaite de l'Empire ottoman. Et donc, pour lui, la défaite de l'Empire ottoman en 1918 s'explique principalement par le fait que l'Empire ottoman, en réalité, est rentré dans une sorte de longue régression culturelle, notamment et technologique, et que paradoxalement, tout ce qui avait fait la force de l'Empire ottoman, notamment au XVe et au XVIe siècle, sa capacité à brasser les cultures, à prendre les innovations technologiques de toutes les civilisations. C'est l'armée ottomane qui était au firmament des armées avec les fameux janissaires au XVe, au XVIe siècle. Le constat de Mustafa Kemal, c'est que finalement, l'armée ottomane s'est totalement appauvrie technologiquement et finalement va accumuler le retard. Et cette lecture, Mustafa Kemal va non seulement le faire sur l'armée, mais va le faire sur la société ottomane. Il considère que la société ottomane a été incapable de se moderniser ou de s'actualiser et que donc finalement, elle reste avec une conception de la société qui est totalement dépassée. Donc pour lui, la solution, c'est qu'il faut absolument moderniser le pays. Et alors c'est intéressant parce qu'on est en 1918 et pour lui, qui dit modernisation dit nécessairement occidentalisation. Ce qui veut dire que la seule solution pour que la Turquie renaisse de ses cendres un peu tel un phénix, c'est qu'effectivement, on est modernisation, donc occidentalisation, enfin on est en pleine période de colonialisme et dans l'apogée de l'emprise de la culture européenne notamment. Et donc il part du principe qu'il faut tout changer. Et là, c'est assez intéressant à rappeler. Ça veut dire que non seulement, de son point de vue, il faut changer les institutions, mais il faut changer les coutumes, il faut s'habiller à l'occidental. On le voit dans des photos où notamment il met le costume occidental. Il faut donner le droit de vote aux femmes. Il faut rappeler que d'ailleurs les femmes turques auront le droit de vote beaucoup plus vite que les femmes françaises. Il faut changer l'alphabet. Enfin, c'est une mutation qui est radicale. Enfin, je demande à nos étudiants de bien entendre ce que ça sous-entend dans un pays que d'aller jusqu'à changer l'alphabet. Il faut moderniser l'armée. Et alors, il y a un point essentiel, c'est qu'il faut séparer dans la conception du pouvoir ce qui serait le sultanat du califat, c'est-à-dire le pouvoir spirituel du pouvoir temporel. Et donc, ça veut dire que Mustafa Kemal, et c'est la première fois que ça arrive dans un pays musulman, dit qu'il faut séparer le pouvoir politique du pouvoir religieux et que dorénavant le pouvoir religieux reste purement dans une sphère domestique mais qu'il n'a plus rien à voir avec la dimension politique. Donc là on est dans une rupture totale de la civilisation ottomane et de la civilisation turque et qui est due justement au bouleversement historique et notamment à la Première Guerre mondiale et qui vont avoir encore une profonde empreinte
dans la civilisation turque. Il y a d'ailleurs un exemple qui va arriver par la suite, après 1945, dans la continuité des successeurs de Mustafa Kemal, c'est que la Turquie, en réalité, est la seule république musulmane laïque, et que ça va aller très loin, car la Turquie sera le seul pays qui va organiser des manœuvres avec l'État d'Israël, dont on sait bien que par ailleurs, il n'a jamais été reconnu par beaucoup de pays musulmans. Ce qui veut dire aussi que l'armée turque va avoir un rôle totalement spécifique dans la société turque, et ça, c'est souvent un point qui est très mal connu par les observateurs encore aujourd'hui. La place de l'armée aurait donc été tout à fait particulière au sein de la société turque ? Alors absolument. Alors là, il y a deux, trois singularités qu'il faut en particulier mettre en avant. La première singularité, c'est que Mustafa Kemal est un général et que donc toute l'évolution qu'on vient d'évoquer dans la question précédente, qu'on pourra appeler révolution kémaliste ou évolution kémaliste, finalement c'est fait par la force et de manière coercitive, et ce n'est pas vraiment une aspiration de la société turque qui tout d'un coup aurait souhaité changer. Donc on est quand même sur une mutation, mais sur une mutation contrainte et forcée. Donc ça c'est quand même un premier élément. Et évidemment, le poids de l'armée turque va être fondamental puisque Mustafa Kemal assoit son autorité sur l'armée turque. Donc on est sur une république, mais on n'est pas vraiment sur une démocratie. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que paradoxalement, qui dit modernisation dit occidentalisation. Mais alors là, on va rentrer dans un paradoxe, parce que finalement, c'est l'armée turque qui va finir par être la garante des libertés individuelles. Et là, je pense que ça, c'est un cas unique, ce qui peut expliquer beaucoup de choses sur ce qui s'est passé en 2016 et qui, à mon sens, est encore une fois assez mal compris. Parce qu'au fil du temps, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, l'armée est considérée par une partie de la population turque, alors la plus occidentalisée ou la plus moderne ou la moins conservatrice, comme étant la garante des libertés, notamment de la laïcité. Il faut savoir que jusqu'il y a très peu de temps, le port du voile était interdit, par exemple, à l'université. C'est-à-dire, c'est pas toléré, c'est interdit. Et donc, en réalité, à chaque fois qu'il y a eu des manifestations de volonté de retour en arrière d'une partie de la société turque, l'armée a fait des coups d'État, ou l'armée a menacé de faire des coups d'État. Et là, il y a deux événements auxquels je pense et qui sont importants dans l'histoire contemporaine, dans l'histoire récente. D'abord, en juillet 2009, il y a à peu près 400 000 à 450 000 Turcs qui ont défilé à Ankara en réclamant l'intervention de l'armée. Enfin, c'est quand même très étonnant ou assez peu banal que d'imaginer une population qui ferait grève ou qui manifesterait en revendiquant l'intervention de l'armée. Par boutade, on imagine mal ça au Chili, quand on connaît l'histoire du Chili, par exemple. Et donc, en réalité, là, on a quelque chose de totalement paradoxal. Plus près de nous, on a le général en chef de la gendarmerie turque qui avait dit, il y a moins de 10 ans, que si la société turque continuait à dériver comme elle était en train de le faire, l'armée ferait un coup d'État et rétablirait le kémalisme. Donc là, on a un rapport de l'armée turque avec la société qui est assez paradoxal. Et c'est très important par rapport à l'ensemble des sujets qu'on va aborder, parce qu'en réalité, ce qui se passe, chaque fois que la Turquie s'occidentalise, c'est plutôt contrainte et forcée par l'armée, et donc par un pouvoir qui serait autoritaire. Et c'est paradoxal, puisque normalement, qui dit occidentalisation, surtout au XXe siècle ou au XXIe siècle, dit démocratie. Mais paradoxalement, à chaque fois que la démocratie arrive, mais finalement, les votes font qu'on est plutôt sur des partis religieux ou des partis conservateurs qui voudraient revenir à l'histoire et donc revenir sur la modernisation, sur l'occidentalisation. Donc on est sans arrêt pendant 40 ans ou 50 ans sur un balayage où l'armée réimpose une occidentalisation, donc une démocratisation, et à chaque fois qu'on a une démocratisation, on revient à une tradition qui serait non laïque. Alors ça nous permet d'aborder un point qui est essentiel et qui est plus récent, évidemment, sur Erdogan. Il est clair que depuis quelques années, certains observateurs le disent, Erdogan serait en fait sur ce qu'on appelle un calendrier caché. C'est-à-dire qu'en gros, il gérait le pouvoir avec officiellement un certain nombre d'objectifs, mais qu'en réalité, lui et un nombre d'acteurs et de partis politiques conservateurs souhaiteraient en fait sortir du kémalisme, sortir de l'occidentalisation, et revenir à une dimension plus traditionnelle, donc revenir à l'Empire ottoman. Et là, il y a trois éléments qui me paraissent très très importants à mettre en avant. D'abord, la célébration de la prise de Constantinople. Donc je rappelle que c'était en mai 1453, qui a été fait, c'est le 363e anniversaire, donc en mai 2016, et ça a été fait dans une magnificence, dans un faste, dans une explosion de figurants, mais surtout, ce qui est assez étonnant, c'est que ça s'est fait avec une envergure de nationalisme, comme on l'avait rarement vu. Les manifestations ont été très militaires, très nationalistes. Et d'ailleurs, le choix de cet événement, à mon sens, si vous me le permettez, n'est pas neutre. Parce qu'en réalité, on remet en évidence la gloire de l'histoire turque,
Mais finalement, c'est la gloire de l'histoire turque au firmament de la puissance ottomane. Et donc là, il y a un clin d'œil négatif où il y a un reflet négatif qui est envoyé à Mustafa Kemal, qui avait dit le kémalisme, l'Atatürk, le père des Turcs, c'est le père de la Turquie moderne. Et donc finalement, ce n'est pas une histoire de la Turquie moderne comme en avant, c'est une histoire de l'Empire ottoman. Donc on voit bien que là, on revient sur des acquis. Il y a un deuxième phénomène qui me paraît important, et là alors qui est très récent, puisque c'est le phénomène qui est en juillet 2016, c'est le coup d'État de l'armée. Et là, il y a beaucoup d'observateurs qui n'ont pas compris que justement l'armée s'inscrivait en fait dans une tradition qui est un peu différente. Alors c'est un coup d'État qui, à mon sens, on peut le dire avec le recul, d'abord est arrivé beaucoup trop tard, ensuite a été très mal organisé, et finalement qui a échoué parce que la société turque a évolué et la société turque ne confère plus à l'armée le rôle de protecteur qu'elle a eu pendant très longtemps. Donc finalement, ce coup d'État était voué à l'échec. Mais ce qui est intéressant, c'est que Erdogan l'a instrumentalisé pour pouvoir en fait mettre encore plus l'armée au pas et surtout restreindre les libertés individuelles et restreindre les libertés des journalistes. Et puis il y a un troisième point qui est aussi intéressant, c'est que quand il y a eu la révolution du printemps arabe, notamment je pense à ce qui s'est passé en Tunisie, beaucoup d'observateurs se sont dit c'est formidable, que ce soit des pays du Maghreb ou que ce soit la Libye, ces pays-là vont s'inspirer de la Turquie et donc vont devenir, elles aussi, des républiques laïques et suivre la Turquie. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est passé exactement le contraire. En fait, on a des pays qui se sont plutôt dirigés vers un retour aux traditions, plus ou moins forcé, avec des partis religieux conservateurs, de façon plus ou moins forcée là aussi. Et en réalité, ce qu'on remarque, c'est que ce n'est pas les pays du Maghreb qui ont suivi la Turquie, mais plutôt la Turquie qui a suivi les pays du Maghreb. Et de ce point de vue-là, il y a un phénomène qui est assez intéressant. Les liens entre Israël et la Turquie sont de plus en plus en train de se distendre. Et il y a eu des affrontements en Méditerranée, notamment sur la question palestinienne, qui font qu'aujourd'hui, la Turquie est plutôt dans une position traditionnelle face à Israël que dans une position, on dirait, différente, atypique ou moderne. Cette évolution récente de la société turque, symbolisée par le changement de statut de l'armée, a dû forcément avoir des conséquences sur les perspectives de la Turquie dans le projet de l'Union européenne et sur son positionnement géopolitique. Absolument. Alors là, c'est passionnant parce que on voit bien, un petit peu dans la continuité de toutes nos séances précédentes, que les acteurs, les décideurs, les États sont amenés à prendre des décisions avec des perspectives qui changent. Et là, dans votre question, il y a une première chose qu'il faut souligner, c'est le rapport de la Turquie à la construction européenne. Alors je dis volontairement construction européenne, d'abord parce qu'on va remonter dans le temps, et puis parce qu'en fait, il y a d'abord eu la CEE, puis ensuite il y a eu l'Union européenne. Il y a un premier élément qui me paraît fondamental à soulever. La volonté de la Turquie de rentrer au sein de l'Europe est très ancienne. Et la première fois que la Turquie met en évidence le fait qu'elle souhaite adhérer au projet européen, c'est 1960. Donc là, ça veut dire que clairement, ça fait pratiquement 60 ans que la Turquie souhaite rentrer. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que quand une question se pose avec autant de récurrence sur une période aussi longue, c'est qu'apparemment, il y a quand même quelque chose qui coince. La première chose qui coince, c'est un paramètre qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est l'ambiguïté de la Turquie face à son rapport à l'Occident. Puisque, comme on l'a souligné, le paradoxe, c'est qu'à chaque fois que la Turquie se rapproche de l'Occident, c'est plutôt contrainte et forcée de par une dictature des militaires. Donc on en arrive à une situation où la Turquie s'occidentalise. Par exemple, la Turquie a été amenée dernièrement à arrêter la peine de mort. Mais à chaque fois que la Turquie souhaite s'occidentaliser, les Européens, les Occidentaux lui disent il faut se démocratiser. Et à chaque fois qu'il y a des élections, eh bien, on a un retour, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, de partis plus traditionnalistes. Donc il y a toujours eu déjà cette première gêne. Mais alors après, il y a un deuxième aspect, c'est le fait que, en réalité, les Européens eux-mêmes ont énormément hésité et tergiversé. Et en réalité, ce n'est même pas par rapport à la Turquie qu'ils ont tergiversé. C'est d'abord sur la nature du projet européen lui-même. Or, les hésitations des Européens sur la nature du projet européen, ça a des conséquences dans un second temps sur le fait que la Turquie puisse rentrer ou pas au sein de l'Union européenne. Et là, je pense je vais m'y arrêter un instant parce que c'est fondamental. Trop souvent, on nous dit, les Turcs, est-ce qu'il faut qu'ils rentrent dans l'Union européenne ou est-ce qu'il ne faut pas qu'ils rentrent dans l'Union européenne ? Mais de quel projet parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'un projet d'une Europe qui serait purement économique ou est-ce qu'on parle d'un projet d'une Europe qui serait politique? Et ça, c'est fondamental. Parce que le projet initial, tel qu'il va ressortir en 1948, quand il y a un certain nombre d'hommes politiques qui vont se rassembler à Les Haies, le projet qu'on retrouve déjà dans Victor Hugo au XIXe siècle, les États-Unis d'Europe, le projet qu'on retrouve chez Gaspari, chez Spaak, chez Schuman ou chez Jean Monnet, c'est une Europe fédérale, c'est une Europe politique. Alors les étudiants pourraient me dire, bon, mais est-ce que
c'est aussi important que ça par rapport à la Turquie. Mais c'est très important. Parce qu'en réalité, si c'est une Europe purement économique, dans laquelle il suffit de faire une simple zone de libre-échange, la Turquie a évidemment toute sa place de par sa dimension géographique et de par sa situation stratégique. En plus, on a affaire à un pays de plus de 80 millions d'habitants, qui est au carrefour de ressources avec le Proche et le Moyen-Orient. Et donc la question, à la limite, ne se poserait même pas. Mais s'il faut faire les États-Unis d'Europe, c'est-à-dire rassembler volontairement, sans que ça soit par la contrainte des guerres ou des défaites, des peuples qui n'ont pas l'habitude de vivre ensemble, on comprend bien que ce qu'il va falloir pour que cela marche, parce qu'il faut rappeler à nos étudiants que Bolivar a tenté ça, en Amérique du Sud, les États-Unis d'Amérique du Sud, ça n'a pas marché. Nasser a tenté ça pour faire les nations arabes, ça n'a pas marché. Et donc le projet européen de faire les États-Unis d'Europe, ça aurait été très compliqué. Et en plus, on revient sur un point, pour des pays comme l'Autriche, comme l'Hongrie, comme la Grèce, comme la Bulgarie ou la Roumanie, la construction européenne, la conscience européenne s'est construite face à la guerre aux Ottomans au XIXe siècle. Donc par définition, là, l'entrée de la Turquie est plus envisageable. Donc on voit bien qu'en plus, cette question a été parasitée par le fait que les Européens eux-mêmes n'ont toujours pas aujourd'hui, d'ailleurs, pour dire comme les choses, répondu clairement à cette question. Donc on a déjà une incidente par rapport à ça. Et puis alors après, il y a l'évolution géopolitique. Et l'évolution géopolitique, puisqu'on revient en 1960, c'est pourquoi est-ce qu'on envisage un partenariat avec la Turquie, d'ailleurs tant au sein de l'Union européenne que de l'OTAN, mais c'est parce qu'on est en pleine guerre froide. Et qu'en guerre froide, on a besoin d'un allié septentrional sur le flanc sud de l'Union soviétique pour arrêter l'expansion russe ou soviétique. Et donc en plus, on voit bien que la Turquie, qui serait plutôt de temps en temps soit une dictature, soit conservatrice au niveau religieux, n'est pas du tout prête, de toute façon dans les deux cas, à suivre le communisme. Donc on a un allié privilégié. Seulement aujourd'hui, la situation a radicalement changé. Il y a eu la chute du mur en novembre 1989, il y a eu la dislocation de l'Union soviétique en décembre 1991, donc la guerre froide s'est évaporée, mais après il y a le 11 septembre 2001 et chacun comprendra qu'avec le 11 septembre 2001, la géopolitique est rentrée dans une logique beaucoup plus civilisationnelle que d'une logique de guerre froide et que nécessairement le partenariat avec la Turquie et l'Occident en a pâti et que les logiques ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, quand aujourd'hui Erdogan met un certain nombre de conditions pour son entrée au sein de l'Union européenne, on peut se demander si c'est ce qu'il cherche véritablement ou si finalement il ne cherche pas à mettre un peu de pression pour avoir des avantages supplémentaires. Le constat qu'on a aujourd'hui, c'est que la Turquie donc, a mis sa première demande en 60, qu'elle a été reconnue comme candidate officielle qu'en 2004, ce qui veut dire que là quand même, le moins qu'on puisse dire, c'est que la réponse européenne a mis du temps à venir, et puis depuis rien ne passe, ou non, rien ne se passe, et on peut se demander si finalement Erdogan, et on va y venir, n'est pas plus concentré sur sa façade orientale que sur sa façade occidentale, et s'il n'est pas plus intéressé par remettre en place une hégémonie ou une influence turque sur le Proche et au Moyen-Orient qu'en Europe. De ce point de vue-là, on pourrait dire que paradoxalement, il s'inspire un peu de Barack Obama, c'est la stratégie pivot. J'étais sur l'Europe pour Barack Obama, je vais sur l'Asie du Sud-Est. J'étais sur l'Europe pour Erdogan, je vais sur le Proche et le Moyen-Orient. Y a-t-il d'autres aspects sur lesquels il vous semble qu'il faudra être particulièrement attentif pour mieux percevoir les enjeux et la stratégie inhérents à la Turquie dans l'avenir ? Absolument. Parce que là, pour l'instant, on a remis la Turquie dans son contexte. Ça me paraissait essentiel parce que c'est un pays qui est mal connu. Le fait de remettre la Turquie dans son contexte, ça a permis de mieux comprendre les évolutions, les vicissitudes de la société turque. Mais maintenant, en fait, on va mieux comprendre quels sont les enjeux et quelles sont les différentes perspectives. Quels sont les paramètres géopolitiques qui seraient propres à la Turquie et qui vont nécessairement être amenés à marquer son évolution et qui vont nécessairement demander à la Turquie ou à ses dirigeants d'apporter une réponse. D'abord, il y a le génocide arménien. On peut quand même souhaiter qu'à un moment ou à un autre, la Turquie finisse par reconnaître officiellement qu'effectivement, il y a eu génocide arménien au début de la Première Guerre mondiale. Et pour l'instant, les Turcs, que d'ailleurs ça soit l'armée turque ou que ça soit Erdogan, que ça soit une république plus ou moins militaire, occidentale, ou que ça soit une société plus conservatrice, de toute façon, pour l'instant, la société turque est en situation de blocage par rapport à ce paramètre. Et ça a forcément des conséquences sur la perception que les autres États ont de la Turquie dans le monde. Ça, c'est le premier point. C'est une première logique historique. Il y a une deuxième logique historique, il y a la question de Chypre. Que depuis 1974, Chypre est coupée en deux, puisque les Turcs considèrent que la partie la plus orientale est turque, et que donc aujourd'hui, ce qu'on appelle Chypre, ou qui est indépendant, ou qui serait lié à la Grèce, c'est purement la partie qui serait occidentale.
Et depuis 1974, les Turcs n'ont jamais voulu revenir sur cette question. Permettez-moi de faire une remarque. C'est quand même assez particulier que d'avoir un pays qui veut rentrer au sein d'une organisation, l'Union européenne, et qu'il le fait alors qu'il occupe lui-même une partie d'un État qui est déjà membre de l'Union européenne, à savoir Chypre. D'ailleurs, on voit bien que là, les Européens, quelque part, ont manqué de courage, pardon, parce que de toute façon, pour qu'un nouveau pays rentre, il faut qu'il ait l'unanimité des pays qui sont déjà en situation. Or, Chypre est un État membre de l'Union européenne et il est évident que les Chypriotes n'accepteront jamais que la Turquie rentre dans l'Union européenne tant que de toute façon, de leur point de vue, la Turquie occupe une partie de l'île. Donc ça c'est déjà le deuxième point. Alors après, il y a un troisième point qui est majeur pour comprendre la situation actuelle, c'est les Kurdes. Et là, il faut comprendre que les Kurdes, finalement, sont les grands oubliés, les grands malheureux ou les grands bafoués de l'histoire au XXe siècle. Parce que les Kurdes, finalement, ils ont été répartis pour différentes raisons politiques, pour différentes vicissitudes de l'histoire, entre la Syrie actuelle, alors là on est en plein dans le cœur de la géopolitique actuelle, entre l'Irak actuel et la Turquie. Et là, pour dire clairement les choses, on voit bien qu'il y a eu beaucoup d'attentats, malheureusement pour les Turcs d'ailleurs, depuis 15 mois, mais on peut quand même légitimement s'interroger sur le fait de savoir si les hésitations d'Erdogan, les tergiversations d'Erdogan, les objectifs plus ou moins avoués d'Erdogan ne sont pas revenus un petit peu comme un boomerang. Parce que quand les Turcs commencent à intervenir en Syrie aujourd'hui, finalement leurs objectifs sont assez flous. Est-ce qu'ils interviennent pour d'abord arrêter Daesh ou est-ce qu'ils interviennent pour vraiment empêcher que le Kurdistan existe? Parce que la grande peur de la Turquie aujourd'hui, c'est ça. C'est le fait de voir que, à travers la guerre civile ou le conflit syrien d'une part et irakien de l'autre, on a un Kurdistan qui se crée avec les Kurdes irakiens et syriens, et que donc il y a une sorte d'appel d'air pour le Kurdistan, avec le parti, le PKK. Et donc ça, c'est l'obsession turque, ne jamais laisser la possibilité à un Kurdistan d'éclore. Ce qui rend d'ailleurs les rapports entre les États-Unis et la Turquie au sein de l'OTAN très compliqués. Donc là, il y a une ambiguïté assez forte, où Erdogan luttait contre Bachar el-Assad, puisque d'ailleurs, comme la Turquie succède à l'Empire ottoman, déstabiliser la Syrie ou l'Irak pour la Turquie, c'est très intéressant, car ça lui permet de remettre une emprise sur une zone qu'elle considère comme la sienne à travers l'Empire ottoman. Mais il ne faut surtout pas que ça se fasse en permettant l'éclosion du Kurdistan. Donc là, les Turcs ont alternativement joué sur un soutien à Daesh. Là, il y a quand même des ambiguïtés qui ont été très fortes, où on sait très très bien qu'à un moment, les frontières turques ont plus ou moins été volontairement assez poreuses, et où on a laissé plus ou moins Daesh déstabiliser Bachar el-Assad, et en plus essayer d'écraser le Kurdistan. Et on voit bien qu'à ce jeu-là, finalement, Erdogan est dans une situation un peu complexe. Ce qui nous amène sur un dernier point. Quelles doivent être les ambitions telles que les Turcs l'envisagent, la société turque l'envisage et Erdogan l'envisage dans le Proche ou Moyen-Orient actuel? On voit bien que la Turquie prétend jouer un rôle au même titre que l'Arabie saoudite d'une part d'ailleurs, ou que l'Iran d'autre part, et que les Turcs veulent non seulement réinsister sur l'implantation du sunnisme, mais sur une certaine légitimité d'un point de vue historique de la société turque à être un acteur dans la région. C'est la réponse à ces questions. Le génocide arménien, la question chypriote, la question kurde et la place de la Turquie et dans le Proche Moyen-Orient et dans l'Occident, qui finalement vont être fondamentales pour la Turquie et qui nous amèneront par la suite à mieux comprendre la place qu'elle a en géopolitique au XXIe siècle. Merci Fabrice. Merci à vous.